Enfin, bienvenue au Morpheus Report. Ici, nous allons décortiquer l'information sur l'IA en général, en détail et de travers. Je compte sur vous pour mettre un j'aime et continuer la réflexion dans les commentaires. On y va. Le 1er août 1774, un pasteur britannique du nom de Joseph Priestley braque une lentille de verre géante vers le soleil. Il concentre la chaleur sur un peu d'oxyde de mercure rouge dans un tube. Un gaz incolore se dégage, il approche une bougie et la flamme explose. Avec une vigueur remarquable, écrit-il dans son journal, d'une manière qui me surprit plus que je ne puisse bien l'exprimer. Il respire le gaz directement, et ma poitrine se sentait légère et à l'aise pendant un bon moment après. Il vient de découvrir l'oxygène. Le problème, il ne le sait pas. Il appelle ce gaz air déphlogistiqué, parce que la théorie dominante depuis 70 ans, la théorie du phlogistique, formalisée par le chimiste allemand Georg Ernst Stahl au début du XVIIIe siècle, dit que tout objet qui brûle libère une substance invisible appelée phlogistique. L'air ordinaire absorbe ce phlogistique jusqu'à saturation, puis ne peut plus entretenir la combustion. Donc, si la flamme de Priestley brûle aussi fort, c'est forcément parce que son air est exceptionnellement vide de phlogistique. Un air pur, un air qui peut tout absorber. Air déphlogistiqué. Il a la bonne substance, il a la mauvaise explication. Et il ne changera jamais d'avis. Et il y avait un troisième homme dans cette histoire dont on parle rarement. Un pharmacien suédois du nom de Carl Wilhelm Scheele. Il avait isolé le même gaz 2 ans avant Priestley, en 1772, en chauffant du mercure, des nitrates, des oxydes. Il avait appelé air de feu. Il a gardé ses résultats pour lui, continué ses expériences, sa vie, son travail silencieux dans son laboratoire d'Oppland. Quand son livre est finalement sorti en 1777, Priestley avait déjà publié depuis 2 ans. Scheele avait découvert l'oxygène en premier, mais l'histoire l'oubliera. Puis arrive Lavoisier. Le chimiste français fait exactement les mêmes expériences que Priestley. Il obtient le même gaz. Il tire cependant une conclusion diamétralement opposée. La théorie du phlogistique est fausse de bout en bout. Ce gaz est un élément chimique à part entière et il le nomme oxygène. Il reconstruit toute la chimie sur ses bases en moins de 10 ans et il a convaincu la quasi-totalité des chimistes européens. Priestley, lui, ne cède pas d'1 millimètre. Il écrit des pamphlets, il publie des réfutations, il continue ses expériences en cherchant des preuves supplémentaires en faveur du phlogistique jusqu'à ces dernières années. Il meurt en 1804, 30 ans après sa découverte, en défendant encore un cadre théorique qu'il avait lui-même, sans le savoir, contribué à démolir. Le chimiste français Jean-Baptiste Dumas a résumé toute cette ironie en une phrase. Priestley était le père de la chimie moderne qui n'a jamais reconnu sa fille. Donc, 3 hommes, un seul gaz, 3 interprétations radicalement différentes de ce qu'ils avaient trouvé. Mais Balir, pourquoi tu nous parles de ça? On est venu parler IA à la base. J'arrive. Le 5 mars 2025, un milliardaire imprévu est apparu dans le paysage de l'IA. Un homme qui a levé $1 milliard en 4 mois, avec un slide, loin des projecteurs habituels de la Silicon Valley. Un chercheur français de 65 ans avec une barbe grise et un accent du sud-ouest qui résiste après 3 décennies aux États-Unis. Son nom, c'est Yann LeCun. Et ce qu'il vient de faire constitue une déclaration publique. Selon lui, l'industrie IA tout entière est en train de faire la même erreur que Priestley. Elle a trouvé quelque chose de réel et elle l'interprète complètement à l'envers. Sa thèse est lancée publiquement, répétée depuis 2 ans et maintenant financée à hauteur d'1 milliard 30 millions. Et les LLM, donc ChatGPT, Claude, Gemini, Llama, sont une impasse, un cul-de-sac technologique présenté comme une autoroute. Et selon lui, toutes les grandes entreprises technologiques du monde investissent des centaines de milliards dans la mauvaise direction. Maintenant, LeCun parle depuis l'intérieur de la maison. Il est co-inventeur de Deep Learning. Il a reçu le prix Turing en 2018, l'équivalent du Nobel en informatique, avec 2 autres chercheurs, Geoffrey Hinton et Yoshua Bengio. Ces 3 hommes ont littéralement créé les fondations sur lesquelles repose toute l'IA moderne. Et aujourd'hui, ils ne s'accordent sur rien, ni sur ce que l'IA est capable de faire, ni sur les dangers qu'elle représente, ni sur où elle doit aller. Quand les créateurs d'une technologie se déchirent aussi fondamentalement sur sa nature et son avenir, ça raconte qu'un enjeu réel est sur la table, quelque chose d'important.
Et comprendre ce schisme, c'est comprendre la vraie bataille de l'IA, la bataille des idées qui vont déterminer à quoi ressemblera l'intelligence artificielle dans 20 ans, bien au-delà des benchmarks et des annonces de presse. Commençons par Hinton. Geoffrey Hinton, 72 ans, canadien, a quitté Google en mai 2023 pour pouvoir parler librement. Ce qu'il avait à dire était inconfortable pour son employeur. Il pense que l'IA représente un risque existentiel sérieux pour l'humanité. Il met à 10 à 20% les chances que l'IA cause l'extinction de l'espèce humaine dans les prochaines décennies, un horizon de 30 ans, vu de 2026, donc une seule génération. Sa conviction centrale sur les LLM, c'est ces systèmes comprennent réellement ce qu'ils traitent en profondeur au-delà de la simple surface lexicale. Il compare les neurones artificiels aux neurones biologiques et conclut que la différence est purement de degré, une question d'échelle et de complexité dans une même famille de mécanismes. Et selon lui, cette compréhension émergente dans des systèmes de plus en plus larges est précisément ce qui rend la situation dangereuse. Bengio, lui, est quelque part au milieu. Il considère depuis 2023 que l'AGI, l'intelligence artificielle au niveau humain, pourrait arriver de 5 à 20 ans avec un niveau de probabilité qui est juste suffisamment élevé pour justifier d'agir maintenant. Il travaille activement sur les risques de sécurité, co-signe des rapports gouvernementaux comme l'International AI Safety Report et plaide pour une régulation internationale. Il garde son calme, mais il considère le problème comme sérieux et imminent. Et puis il y a Lequin. Lequin dit en termes directs « That's complete ». L'AGI dans 5 ans, le risque existentiel, c'est de la science-fiction. Selon lui, les LLM génèrent du texte statistiquement cohérent sans la moindre forme de compréhension de ce qu'ils produisent. De la prédiction sophistiquée, rien d'autre. Et la preuve, c'est qu'ils échouent sur des tâches qu'un enfant de 2 ans réussit sans effort. 3 hommes, un seul prix, 3 visions incompatibles. La prochaine fois qu'un journaliste ou un investisseur te dit qu'il sait où va l'IA, souviens-toi de ça. Les 3 personnes qui ont le plus contribué à créer ce domaine ignorent elles-mêmes ce qu'elles ont construit. Pour comprendre pourquoi Lequin est aussi convaincu, il faut entrer dans la mécanique. C'est là que réside l'argument réel. Un LLM fonctionne par prédiction de token, token par token. Le modèle reçoit du texte, calcule quelle suite de symboles est la plus probable et la produit. Répète, puis répète, puis répète. C'est puissant parce que l'espace du langage est immense et que ces prédictions capturent des régularités extraordinairement subtiles dans la façon dont les humains s'expriment. Lequin a formalisé un problème mathématique fondamental là-dessus. Imagine que le modèle a 1% de probabilité d'erreur à chaque token, ce qui est optimiste pour des réponses longues et complexes. Sur 100 tokens, la probabilité d'avoir une chaîne entièrement correcte, c'est 0,99 à la puissance 100, ça fait 37%. Tu génères une réponse de 500 mots et tu as moins de 1% de chance statistique qu'elle soit parfaite de bout en bout. L'erreur se propage et s'amplifie à chaque itération. Chaque prédiction incorrecte devient le contexte de la prédiction suivante. C'est ce qu'il appelle une divergence exponentielle. Des chercheurs ont contesté cet argument en 2025 en montrant que seuls 5 à 10% des tokens sont véritablement critiques. Le reste est prévisible avec le contexte. Et surtout, depuis fin 2024, une nouvelle génération de modèles a vraiment compliqué la thèse. O1, O3, DeepSeek R1, Claude Thinking. Ces systèmes génèrent des chaînes de raisonnement de plusieurs milliers de tokens et résolvent des problèmes d'AME, de code force, de GPQA, Diamond. Si la divergence exponentielle était bloquante dans sa forme forte, ces modèles ne pourraient pas exister. Ils existent. L'argument mathématique de Lequin dans sa version 2023 a pris cher. La forme de débat a changé. On regarde maintenant plus précisément la planification multi-étapes ancrée dans un monde physique, un terrain où le raisonnement par token, même augmenté de test time compute, garde des limites observables. Voilà le deuxième point. Les LLM ont une incapacité structurelle à planifier vraiment, le chain of thought. Cette technique qui consiste à demander au modèle de réfléchir étape par étape reste un guidage de surface selon Lequin. Tu changes le chemin de génération du texte, la mécanique sous-jacente reste identique. Un modèle qui génère étape 1, étape 2, étape 3 prédit que cette structure textuelle est probable dans ce contexte. Aucun plan interne, aucune intention, juste la suite de mots la plus probable. C'est fondamentalement différent du raisonnement humain. Et il y a un troisième problème.
plus profond encore. La quasi-totalité de ce que comprend un être humain sur le monde physique n'est jamais encodé dans du texte. Gravité, friction, permanence des objets, cause et effet. Tu as tout appris avant l'âge de 2 ans. Dans ton corps, dans tes bras, tes jambes, tes yeux, ta bouche. Jamais dans des phrases. Les LLM purement textuels n'ont accès qu'au texte. Ils peuvent écrire des paragraphes sophistiqués sur la physique des corps en chute libre. L'expérience physique de la chute leur reste totalement étrangère. Objection légitime à ce stade, en 2026, les LLM purement textuels appartiennent déjà au passé. GPT-4V, Claude 3.5 Sony Vision, Gemini 1.5 Pro, Sora, VO3 intègrent tous vision, audio, vidéo. Les modèles Physical Intelligence, PO, RT2 de Google DeepMind, OpenVLA combinent langage et action robotique. La critique, les LLM ne voient rien du monde physique, était vraie en 2022. En 2026, elle est en partie dépassée. Lequin le sait, sa réponse tient en une phrase. La multimodalité actuelle reste de la prédiction au niveau du pixel ou du token sans représentation causale interne du monde. Même les meilleurs modèles vidéo 2026, Sorado et VO3, produisent encore régulièrement, dans les cas limites, des violations de lois physiques élémentaires. Un verre qui se renverse en liquide, des objets qui traversent des ombres détachées de leur source. JPA s'attaque précisément à ce niveau de représentation. Là où la multimodalité statistique reste en surface. L'objection multimodale déplace donc le débat d'un cran sans le clore. Il faut dire une chose honnêtement à ce stade. Lequin annonce la saturation des LLM depuis 2020. Il l'a dit avant GPT 3.5, il l'a redit avant GPT 4. Il l'a maintenu pendant l'émergence des modèles de raisonnement. Chaque génération l'a partiellement démenti. Quand on entend scaling et saturating, en 2025, il faut attendre aussi, je le dis depuis 5 ans, et chaque année, une nouvelle capacité émerge. Ce track record oblige à prendre sa thèse pour scaler. Une hypothèse architecturale forte, qui reste à valider empiriquement après 5 ans de prédiction, partiellement démentie. Et c'est exactement ce vide que Lequin cherche à combler avec JPA, Joint Embedding Predictive Architecture. C'est l'architecture sur laquelle repose AMI Labs, j'aime l'appeler AMI. La différence est conceptuellement simple, même si techniquement dense. Un LLM prédit le prochain token dans l'espace de langage. JPA prédit dans un espace de représentation abstraite. Le système cible la signature conceptuelle de ce qui va se passer, à un niveau bien plus profond que les pixels d'une image future ou les mots d'une phrase future. Il apprend à ignorer les détails non pertinents, la texture exacte d'une surface, la couleur précise d'un objet, et à capturer les relations causales fondamentales. C'est la différence entre mémoriser l'apparence de milieu de chute et comprendre ce que c'est que tomber. La preuve de concept la plus frappante s'appelle VJPA2, publiée en juin 2005 par l'équipe de Lequin chez Metafair, dernier travail majeur sur Celtine avant son départ et brique architecturale fondatrice pour AMI Labs aujourd'hui. Le modèle a été entraîné sur plus d'1 million d'heures de vidéos Internet. Puis, et c'est le moment le plus important, il a été exposé à seulement 62 heures de vidéos d'un bras robotique en train d'attraper des objets. 62 heures, c'est presque rien. Et ensuite, il a été déployé sans aucun entraînement supplémentaire sur des vrais bras robotiques, Franca, pour saisir et repositionner des objets dans des environnements qu'il n'avait jamais vus. Ça a fonctionné. Et il faut situer ce résultat aussi honnêtement. Les bras robotiques attrapent des objets depuis des années. Donc RT2 chez Google en 2023, Optimus chez Tesla, les modèles P0 de Physical Intelligence en 2024. La nouveauté de VGP2 se situe ailleurs. L'efficacité en données, 62 heures de démonstration pour généraliser à des environnements inconnus, là où les approches précédentes en exigent des milliers. Un signal d'efficience architecturale à l'échelle d'un seul article. Un point dans une trajectoire qui reste à confirmer. Maintenant, ajoutons la dimension humaine à tout ça. Parce qu'il y a un récit derrière AMI Labs. Et ce récit éclaire pourquoi Lequin a pris la peine de tout casser. En 2013, Lequin rejoint Facebook pour fonder leur laboratoire de recherche en IA. Il y passe 12 ans. Il construit FAIR, Facebook AI Research.
en l'un des meilleurs laboratoires académiques du monde. Il est le champion de l'open source. Llama, les modèles ouverts de Meta, c'est lui. Sa conviction profonde, l'IA ouverte est démocratiquement supérieure à l'IA propriétaire. Si les fondations sont publiques, tout le monde peut bâtir dessus. En 2024, quelque chose change chez Meta. En mai, Scale AI lève $1 milliard à une valorisation de 14 milliards. Meta est partenaire commercial majeur. Un an plus tard, en juin 2025, Meta investit 14,3 milliards de dollars dans Scale AI pour en prendre 49%. Et Alexander Wang, le PDG de 28 ans de Scale, rejoint Meta pour diriger une nouvelle équipe de superintelligence. Wang représente exactement l'opposé de la philosophie de Lequin. Modèle fermé, scaling agressif, domination commerciale. Et Meta pivote dans cette direction, vers des LLM toujours plus grands, toujours plus fermés. Lequin entre dans le bureau de Zuckerberg en novembre 2025. Sa phrase de départ, donc rapportée par The Decoder, « You certainly don't tell researchers like me what to do ». Il part 4 mois après, il lève $1 milliard. Le secteur privé a lu le signal. Cathay Innovation, Bezos Expedition, HV Capital, des investisseurs qui ont l'habitude de parier sur des thèses à contre-courant, ont mis leur argent sur une idée simple. Et si toute l'industrie avait tort? Le cas. Et c'est là qu'il faut qu'on s'arrête une seconde. Parce qu'au-delà du débat technique entre chercheurs, il y a une question stratégique qui concerne directement comment tu vas utiliser les outils IA dans les prochaines années. Donc voilà ta nouvelle clé de lecture. Quand une entreprise annonce un breakthrough en IA, pose-toi systématiquement une question. Est-ce que cette amélioration vient d'une compréhension plus profonde ou d'un scaling supplémentaire? Est-ce un modèle plus grand entraîné sur plus de données ou une architecture fondamentalement différente? La réponse à cette question, tu dis si tu es en train de voir une progression linéaire ou une rupture réelle. Depuis 2 ans, la quasi-totalité des annonces majeures, GPT-4, Gemini Ultra, Claude 3, Opus, Llama 4, sont des progressions linéaires, plus de paramètres, plus de données, plus de compute. Les capacités s'améliorent, en parallèle, les limitations fondamentales que Lequin identifie restent entières. Planification longue, compréhension causale du monde physique, mémoire persistante. Lequin lui-même l'a dit en février 2025 à l'AI Action Summit à Paris. You cannot just assume that more data and more compute means smarter AI. Scaling is saturating. Le rendement marginal diminue. On approche des limites de ce paradigme et le secteur commence à en parler en privé, dans les couloirs des labos, loin des micros, parce que des centaines de milliards d'investissements en dépendent. Et maintenant, le troisième niveau de lecture, celui que personne ne couvre vraiment. Lequin a toujours plaidé pour l'open source comme impératif géopolitique. Sa crainte explicite, un futur où l'IA est soit dominée par les modèles propriétaires américains, donc OpenAI et Anthropic, soit colonisée par les modèles open source chinois. Dans les deux cas, l'Europe, les académies du monde, les startups indépendantes se retrouvent dépendantes. Il a dit quelque chose de frappant lors du podcast avec Lex Fridman en mars 2024. Il dit China has completely embraced an open approach and all leading open source AI platforms are Chinese. Academia and startups outside the US are basically embracing Chinese models. Les modèles open source de Quinn, DeepSeek, Baidu, ils occupent le terrain que Meta et les Américains laissent vacant quand ils se ferment. Ami Labs, basé à Paris, avec des expansions prévues à Montréal et à Singapour, c'est aussi un positionnement géographique. Lequin construit une alternative à l'architecture du pouvoir actuel de l'IA. Et l'Europe, pour une fois, est à table au moment de la création, en position de constructeur dès le premier jour. Ce que ça change concrètement pour toi. Quand tu choisis tes outils IA pour ton travail ou ton entreprise, la question de qui contrôle l'architecture sous-jacente va devenir de plus en plus importante. Les modèles open source restent en retrait sur les capacités pures aujourd'hui et en parallèle, ils portent une souveraineté différente. La prochaine fois qu'une entreprise te propose un outil IA, regarde qui entraîne le modèle, sur quelles données et si tu peux auditer ce qui se passe à l'intérieur. C'est le début d'une nouvelle forme de due diligence numérique. Revenons au schisme des 3 hommes, parce qu'il y a une dernière couche à comprendre. Hinton, Bengio et
Lequin, se disputent sur quelque chose de fondamental, bien au-delà de la technique. Qu'est-ce que comprendre? Est-ce qu'un système qui produit des réponses statistiquement cohérentes dans n'importe quel domaine de connaissance humaine comprend quelque chose? Ou est-ce une imitation sophistiquée de la compréhension, fonctionnellement utile, mais ontologiquement vide? Hinton penche pour la première réponse et ça l'effraie. Lequin penche pour la deuxième et il garde son calme parce que, dans son cadre, les LLM sont des outils puissants avec des limitations claires, sans la dimension existentielle que Hinton redoute. La vraie question, celle qui n'a pas de réponse certaine aujourd'hui, c'est de savoir si la compréhension émerge naturellement du scaling, comment Hinton le croit, ou si elle nécessite une architecture fondamentalement différente comme Lequin l'affirme. C'est un désaccord empirique et dans quelques années, IMI Labs sera une partie de la réponse. VGPA2 généralise à des environnements physiques inconnus à partir d'une poignée d'heures de démonstration. C'est un point de données dans les débats, un seul, et il est concret. Ce que tu peux faire avec tout ça maintenant, si tu utilises des outils IA dans ton travail en 2026, tu en utilises forcément. Différencie les tâches où les LLM excellent de celles où ils échouent structurellement. Rédaction, synthèse, reformulation, brainstorming, traduction, extraction d'informations de texte. Et les LLM sont extraordinairement bons. Mais planification complexe sur plusieurs semaines, suivie de causalité longue, manipulation du monde physique, mémorisation précise de contexte sur des mois, ce sont des limites structurelles qu'aucune version par simple scaling ne corrigera tant que l'architecture restera celle-là. Comprendre ça, c'est utiliser les bons outils pour les bonnes tâches. C'est éviter de construire des processus qui s'appuient sur des capacités que les LLM n'ont structurellement pas. Ensuite, garde un œil sur ce que fait IMI Labs dans les 18 prochains mois. Les world models vont infiltrer les outils commerciaux progressivement. Les premières traces apparaîtront dans les robotiques. Si des bras robotiques industriels commencent à apprendre des tâches complexes à partir de quelques heures de démonstration, là où la programmation explicite traditionnelle exigerait des milliers d'heures de code, c'est le signal que la thèse de Lequin se valide dans le réel. Ce moment-là sera la prochaine rupture de la productivité industrielle. Et garde le risque entrepreneurial honnêtement à l'esprit. Une startup deep tech à 1 milliard de seed reste statistiquement plus exposée à l'échec qu'à la réussite, et la validation scientifique d'une thèse n'entraîne pas automatiquement la validation commerciale d'une entreprise. La trajectoire entre lever 1 milliard et produire une rupture industrielle est jonchée de cadavres récents, Inflexion, Adept et d'autres labos brillants qui n'ont pas survécu à leur propre ambition. Suivre IMI Labs, honnêtement, c'est regarder deux choses en parallèle. La beauté de sa thèse scientifique et sa capacité d'exécution entrepreneuriale. Les deux décideront du verdict final. Et puis, il y a le réflexe géopolitique. L'Europe a maintenant dans l'IMI Labs un laboratoire de recherche fondamentale en IA financé à l'échelle, basé à Paris, dirigé par l'un des chercheurs les plus importants du domaine. Ça manquait depuis des années. Si tu travailles dans une entreprise qui prend des décisions d'infrastructure IA, ou si tu es investisseur et si tu travailles en politique technologique, suivre AMI Labs relève de la veille stratégique de base. Je ne suis pas sponsorisé par eux. J'ai complètement oublié de dire ça. Bref, en 1804, Joseph Priestley est mort en défendant la phlogistique, 30 ans après avoir découvert l'oxygène. L'homme qui avait fourni à Lavoisier les données pour construire la chimie moderne n'a jamais accepté que ces données détruisaient son propre cadre théorique. Dumas l'a appelé le père de la chimie moderne qui n'a jamais reconnu sa fille. En 2018, 3 hommes reçoivent le même trophée pour avoir inventé ensemble quelque chose qui allait changer le monde. En 2026, l'un pense que cette chose va tuer l'humanité. L'autre pense qu'elle va transformer dans 20 ans. Le troisième pense que cette chose-là spécifiquement n'ira nulle part et qu'il faut en inventer une autre. Lequin a quitté son poste, fondé une start-up, levé 1 milliard et parié publiquement que tout le monde a tort. C'est soit l'acte d'un homme qui a compris quelque chose, que les autres ont manqué, soit l'acte d'un homme brillant qui fait une erreur monumentale. Et l'ironie ultime, c'est que ce Priestley futur pourrait être n'importe lequel des trois. Lequin qui aurait défendu un cadre architectural pendant que les faits empiriques le démolissaient sous ses yeux,
Hinton, qui aurait peut-être eu raison sur l'existence des dangers et tort sur leur mécanisme, la compréhension émergente de scaling qu'il craint pourrait s'avérer fonctionnellement bien plus modeste ou cacher autre chose encore. Benjio, dont la prudence centriste pourrait passer rétrospectivement pour l'indécision de ceux qui refusaient de trancher quand il aurait fallu. Aucune garantie sur qui jouera quel rôle dans cette histoire. Dans les deux cas, dans 20 ans, l'un des 3 lauréats du prix Turing 2018 sera peut-être décrit comme Priestley, le père d'une révolution qui n'a jamais reconnu sa fille. La prochaine fois qu'un expert te dit avec assurance qu'il sait où va l'IA, rappelle-toi que les 3 personnes qui ont le plus le droit de dire ça ne s'accordent sur rien. Ce désaccord porte la signature d'un domaine qui n'a pas encore révélé sa vraie nature. Et ça, c'est la chose la plus importante à comprendre sur l'IA aujourd'hui. Tchuss.